Marie-Christine Paulet de l'Université libre de Bruxelles. Donc après ce détour par le secondaire, on va avancer dans le temps et Marie-Christine donc, va nous faire un topo théorique sur les recherches en lien avec la question de l'écrit. Voilà, merci à toi. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais introduire cet exposé en évoquant un article qui est paru tout récemment dans Le Monde, et dont vous voyez le titre là, à l'université, des ateliers pour apaiser la souffrance face à l'écrit. Donc ça se passe à l'université de Nanterre. C'est présenté comme étant une initiative récente et actuelle. Et on vous dit que plus de 300 étudiants de première année suivent un, ouvrez les guillemets, atelier de langue française obligatoire. Au programme, orthographe et travail sur le sens des textes. J'ai reproduit aussi la photo parce que je trouvais que le flou de la photo représentait le flou de ce qui est proposé, même si j'ai trouvé cette initiative très intéressante. D'ailleurs, j'ai décidé de partir de là pour deux raisons. Premièrement, parce que je pense qu'il y a un écho qui résonne très fort en Belgique par rapport à cette situation. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai été attirée par le titre de cet article en réalité, c'est qu'il est question de souffrance face à l'écrit. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pas la première fois, mais une des premières fois que je vois le problème des compétences langagières et des compétences scripturales des étudiants, dont on parle beaucoup et depuis très longtemps. J'ai l'impression que c'est une des premières fois que je la vois s'exprimer de manière officielle, en tout cas, en termes de souffrance. Et donc, j'ai l'impression que là, et c'est pour ça que je trouvais le début de l'article intéressant, je pense qu'il y a un changement de focale qui est très clair ici, parce qu'on met justement l'accent sur la souffrance, et je pense du coup sur la notion de rapport à, le rapport à l'écrit, dont, voilà, je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus, mais beaucoup de travaux existent sur ce sujet. Donc ce changement de focale, parce qu'on n'est plus là dans le paradigme qui consiste à plutôt mettre l'accent sur les manques et sur les lacunes, c'est le discours habituel. Alors, pour autant, est-ce que ça produit un changement dans la réponse qui est proposée? Vous avez une petite idée, vous avez vu dans les quelques lignes au programme orthographe, travail sur le sens des textes quand même, mais par la suite on parle beaucoup d'orthographe. Donc oui et non. Oui et non, parce que si vous lisiez la suite de l'article, vous verriez quand même, et ça je crois que c'est un changement important, il y a une centration sur l'étudiant, qu'on réclame là dans les dernières recherches justement, et on y intègre aussi une dimension réflexive, ce qui me semble assez nouveau. Alors non, parce que quand je regarde ce qui est proposé, je me rends compte que les objets restent les mêmes. Il est toujours question d'orthographe et de syntaxe, et ils sont surtout, comme d'habitude d'ailleurs, décontextualisés. Alors, quelques extraits de l'article. Un étudiant qui se demande ce qu'il fait là. Je ne comprends pas vraiment ce que je fais là. J'ai eu 10 et 14 au bac de français. Ça a l'air d'être une bonne note, je ne sais pas. Moi, ça ne me semble pas beaucoup. Mais visiblement, je pense que 10 et 14 au bac de français, c'est une bonne note, visiblement. J'ai été très surpris de voir qu'après le test de positionnement, ils appellent ça un test de positionnement, j'allais être obligée de suivre ces cours de français, en plus de mes 28 heures de cours par semaine, etc. Je pense que ça, c'est un discours que chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, a l'habitude d'entendre quand on propose des remédiations en français ou des cours, voilà. Tout ce qui est organisé dans le cadre de l'aide à la réussite et qui est focalisé sur le développement des compétences langagières. Enfin, j'utilise déjà une autre expression. Alors, un autre témoignage et qui est aussi surprenant parce que là, dans l'article, c'est la professeure titulaire de ces cours et qui a organisé tout ce dispositif qui dit, et c'est intéressant, ce qu'on attend à l'université n'a plus rien à voir avec le lycée. On leur demande de produire des écrits experts. Là, je me dis, c'est bien.
Et puis après, je vois la suite. Or, ce dont on se rend compte, même si c'est vrai, hein, ce dont on se rend compte depuis plusieurs années, c'est que l'écrit est de plus en plus défaillant. Alors, voilà le témoignage d'une jeune fille étudiante en sociologie. Je trouve ces cours de français intéressants, même si je me sens encore infantilisée. Et puis un autre témoignage, une étudiante colombienne en droit. Donc, voilà, ils ont quand même interrogé des étudiants très divers, venant d'horizons géographiques et disciplinaires différents. Cet atelier de langue française représente une chance. Et elle relie cette chance de cet atelier de langue française à l'université aux besoins qu'elle aura dans le cadre de sa profession. Hein, puisque quand on est avocat, on a besoin d'un bon niveau en français. Voilà, alors ce détour fait, mais qui n'est pas anodin ni innocent, évidemment. Vous avez compris que dans ce cas, dans ce qui est proposé, je reste quant à moi sceptique sur le bien fondé des contenus qui vont être enseignés, hein, des compétences qui vont être développées en orthographe, syntaxe, etc. Et si je ramène cela à la situation que l'on connaît chez nous, en tout cas telle que moi je la vis, il faut reconnaître qu'en une vingtaine d'années, il n'y a pas tant que ça finalement, on a pu constater une évolution dans les cours de français, hein, de langue, maîtrise de la langue, ou dans les autres cours de technique d'expression et communication, hein, pour prendre quelques intitulés qui, je pense, nous parlent et qui sont organisés dans l'enseignement supérieur. Pour le dire autrement, et vous voyez ma dia, hein, comment est-on passé d'approches centrées sur la maîtrise de la norme à des approches telles qu'elles sont développées dans le livre assez récent dont je vous ai reproduit la couverture. J'ai fait une photo, ça va, vous voyez, hein. Écrire dans l'enseignement supérieur, c'est le sous-titre qui est intéressant, des apports de la recherche aux outils pédagogiques. Parce que je pense que le changement, hein, et l'évolution dans les recherches, il est là. Hein, c'est cette articulation entre les apports de la recherche en linguistique, en sciences du langage, en sciences de l'éducation et les outils pédagogiques. Hein. Dans ce sens-là, il faudrait peut-être parler d'outils didactiques d'ailleurs, selon moi. Peu importe. Comment est-ce qu'on est passé de ces approches centrées sur la maîtrise de la norme? Parce que on sait en effet, on le sait par l'expérience, mais on le sait aussi grâce aux travaux de sociologues, hein, des sociologues de l'éducation, mais des sociolinguistes aussi. On a parlé d'Elisabeth Bautier tout à l'heure, on peut en reparler dans ce cadre-ci. On sait que donner une réponse normative à ce qu'on appelle le handicap linguistique, hein, et qui est réel, provoque en réalité des résistances. Hein, donc là aussi, je fais référence aux travaux de Bernard Lahire, hein, qui l'a bien montré, et ne fait en réalité que creuser un fossé qui existe déjà là. Pour le dire autrement, finalement, on fait pire que mieux, hein, en croyant faire bien. Pour le dire autrement encore, comment est-on passé de la maîtrise du français, hein, c'est le titre d'un ouvrage, de la maîtrise du français aux littératies, dont le recteur a parlé tout à l'heure. Hein. Il ne les a pas mis, mais il y avait plein de guillemets dans l'expression qu'il a utilisée, aux littératies dans l'enseignement supérieur. Je vais vous en reparler, bien sûr, hein, de cette notion. Alors, là, je sais que la photo est floue. Hein, j'en suis désolée, je n'ai pas pu faire autrement. Il y a quelques ouvrages que je considère comme étant fondateurs, et je parle bien de notre champ francophone. Quelques ouvrages fondateurs venant d'équipes d'enseignants, de chercheurs, de professeurs qui ont réfléchi ensemble à tout ce qui n'allait pas, et qui ont constitué une nouvelle communauté scientifique et didactique, qu'on peut nommer les littératies universitaires. Dans ces équipes, vous en avez une représentante ici présente, puisque Isabelle Delcambre fait partie de l'équipe lilloise, hein,
qui a beaucoup œuvré à l'émergence de ce champ et de cette nouvelle manière, du coup, d'envisager les difficultés langagières, les difficultés à l'écrit aussi des étudiants. Et il y a aussi des gens de Grenoble, auxquels j'ai eu la chance d'avoir été intégrée il y a une vingtaine d'années. Donc l'école belge est aussi représentée dans cette nouvelle mouvance. Alors vous voyez le livre qui est à votre gauche, La didactique du français dans l'enseignement supérieur, c'est le sous-titre qui est intéressant là aussi, bricolage ou rénovation. Bricolage, c'est ce qu'on faisait avant, c'est ce qu'on est encore amené à faire parfois, on bricole. Rénovation, ça indique justement une autre manière de considérer les choses. Et cette autre manière de considérer les choses, vous la voyez dans le titre de la revue L'Idylle, qui date de 1998, c'est au tout début, en francophonie. Cette nouvelle manière de considérer les choses, c'est de relier justement les pratiques de l'écrit dans l'enseignement supérieur au mode d'accès au savoir. Et donc là, je crois qu'on est dans le chemin de la contextualisation disciplinaire, mais aussi institutionnelle, et donc le chemin vers aussi le fait de considérer qu'un rapport au savoir nouveau, un rapport à des discours nouveaux, va engendrer des difficultés nouvelles aussi. Alors, je vous ai parlé de rencontres et de travail collaboratif, alors c'est vrai, mais parallèlement à cela, il se fait qu'en didactique du français, et en particulier en didactique de l'écrit, on s'est approprié la notion de littératie, dont je vous reparlerai, grâce à la traduction de travaux et à la diffusion de travaux, notamment ceux de Jack Goody. Et là, je dois dire que toute l'équipe de pratique a été pour beaucoup dans cette appropriation de la notion, dans la diffusion en tout cas de la notion de littératie. Et en parlant de diffusion, puisque jusqu'à présent je vous ai beaucoup parlé de l'évolution dans nos pays francophones, mais en fait dans les pays anglo-saxons, il y a des traditions et énormément de travaux qui sont consacrés à, j'ai mis des guillemets, l'écriture académique. Alors j'ai un accent anglais horrible, mais ce qu'on appelle les academic literacies britanniques et les composition studies nord-américaines. Et à ce sujet, bon, ça c'est à titre personnel, mais elle aurait voulu venir et elle n'a pas pu à cause des grèves. Je pense que la diffusion dans nos pays francophones et dans les équipes qui se sont constituées autour de ce nouveau champ, c'est beaucoup fait grâce à Christiane Denahu, qui a fait les travaux de traduction, et qui a fait le relais entre tout ce qui se faisait dans son cas aux États-Unis et nos pays à nous. Donc là, voilà, je voulais là lui rendre hommage. C'est une référence importante dans ce domaine-là. On a donc évolué de la notion du paradigme, même j'ai envie de dire, maîtrise du français, avec tout ce que vous imaginez de normatif derrière, au développement de compétences langagières. Là, on arrive à la notion de littératie. Compétences langagières en contexte disciplinaire, géographique, institutionnel. Les besoins des étudiants en haute école ne sont pas les mêmes que les besoins des étudiants à l'université, entre les différentes hautes écoles, puisque les disciplines sont différentes et que la professionnalisation porte sur des métiers différents, les besoins ne sont pas différents, ne sont pas les mêmes non plus. Donc cette notion de contexte institutionnel, géographique et disciplinaire est extrêmement importante. La notion de continuité aussi, parce qu'on a souvent tendance à organiser des cours en première et puis plus rien après. Parce qu'on se dit maîtrise de la langue en première, puis après c'est maîtrisé, mais c'est pas vrai évidemment. Ou alors on organise des cours en fin de parcours, au moment où les étudiants doivent maîtriser l'écriture de recherche. C'est trop tard. Donc cette notion de continuité est extrêmement importante. Et dans ce changement de paradigme, ce qui est important aussi, c'est qu'on évolue d'un discours de lamentation qui est orienté vers la remédiation, vers un discours qui se tourne plutôt vers la formation des étudiants à des besoins particuliers. Et je pense que là,
on est dans une dynamique beaucoup plus positive. Il s'agit donc d'une approche que j'appellerais pragmatique, qui se focalise sur la maîtrise des pratiques langagières en usage dans le milieu d'études et dans le champ disciplinaire, et surtout liées au mode de construction des savoirs. Et on est là en plein dans le champ des littératies universitaires, dont je vais vous dire un mot. J'avais peur de spolier Isabelle pour son intervention de tout à l'heure, donc je me dis je vais peut-être passer, mais je vais reprendre une définition et une caractérisation proposée par Isabelle Delcambre et Dominique Lanier-Rother. Ça a peut-être évolué depuis, mais c'est celle qui me convient encore le mieux. Donc, elle propose de considérer les littératies universitaires comme champs qui se donnent comme objectif de théoriser, c'est important, de théoriser ce qui fait la spécificité et à la fois la spécificité et aussi la transversalité, heureusement quand même, des pratiques d'écriture à l'université, dans les différents espaces qui constituent cette institution, l'enseignement, la formation à la recherche, en master, en doctorat, et la recherche elle-même, c'est-à-dire les pratiques des chercheurs, qui eux-mêmes peuvent encore apprendre à écrire mieux. Carole Glorieux est dans la salle, elle pourra vous en dire un mot. Isabelle et Dominique proposent aussi de relier ce champ à la formation des étudiants pour les aider à entrer dans les disciplines. Et ça, je pense que c'est très important parce que, pour vous prendre une discipline que j'affectionne particulièrement, l'histoire, entrer dans les discours de l'histoire, dans les discours des historiens, cela ne va vraiment pas de soi. Tout un travail de formation à mener dans le domaine des compétences langagières, de la compréhension de textes complexes, mais aussi dans le domaine des pratiques de la recherche. L'un ne va pas sans l'autre dans ce cas. Elle propose de travailler sur la compréhension des formes et attentes concernant l'écriture, s'il s'avère, et je pense que oui, bien sûr, ça s'avère, s'il s'avère que les pratiques d'écriture instituent les disciplines. J'imagine que si elles ont dit à l'époque s'il s'avère, c'est que peut-être ça pouvait se discuter. J'ai plus trop envie de discuter ça. Enfin bon, on peut le faire, mais j'en suis persuadée. Parallèlement au développement de ce champ, il y a des prises de conscience, au début des années 2000, à propos de ce qui fait quand même que l'entrée à l'université, ce n'est pas qu'un événement personnel ou un événement intellectuel, c'est un événement littératique majeur, un moment de la vie où l'écrit joue un rôle majeur. C'est une définition de Jaffray en 2004, et puis Bautier, 2007 déjà, la rencontre avec l'ensemble des pratiques langagières propres à l'écrit universitaire constitue pour les primo-étudiants quelque chose de violent. Je crois qu'elle a raison. J'ai parlé à un moment de rupture discursive à l'entrée à l'université, en plus de toutes les autres ruptures qu'on ne va pas détailler ici. Alors, pour reprendre encore là, quelques travaux d'Isabelle Delcambre, elle a formalisé ce que la notion de littératie universitaire permet de penser en matière de pratique de l'écrit. Ce que ça permet de penser, c'est le rôle des dimensions contextuelles, sociales et culturelles des pratiques de lecture-écriture. Alors ça, c'est pas vrai que pour les littératies universitaires, bien sûr, mais dans ce cas-là, oui. Le continuum dans lequel se déroulent les apprentissages de l'écrit, en réception comme en production, on a souvent tendance à ne travailler qu'en réception. Ça a été longtemps mon cas d'ailleurs. De plus en plus, je travaille en production. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, après, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut quand on peut, mais l'idéal, ce serait de pouvoir travailler les deux, puisqu'il y a cette idée de continuum de toute façon. L'influence des contextes de production sur l'élaboration des écrits, la nécessaire identification de la nature des liens entre usage de l'écriture et construction des connaissances, et elle propose aussi de reconsidérer, je pense que c'est très 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 important, reconsidérer les difficultés des étudiants tenant compte des dimensions épistémologiques de l'écriture. Ça, je crois que c'est un changement de regard complet sur les difficultés
qu'éprouvent nos étudiants, parce que c'est se dire, c'est normal. C'est normal, et on va les aider. Alors pour certains, c'est plus facile que d'autres, évidemment, et on revient sur les questions d'appartenance socioculturelle, etc. Hein. Mais de toute manière, hein, on a parlé de rupture tout à l'heure violente, et je crois qu'en effet, à partir du moment où dans l'enseignement supérieur, et peut-être à l'université, où très tôt les étudiants sont confrontés aux écrits des chercheurs, la dimension épistémologique de l'écriture provoque des difficultés particulières. Alors j'ajouterai à tout cela l'idée, ça c'est Yves Rotter hein, qui a insisté là-dessus, que les difficultés sont légitimement traitables à l'université ou dans l'enseignement supérieur. Hein. Pendant très longtemps, on a considéré que maintenant l'université et l'enseignement supérieur ne devaient pas se préoccuper de ça, puisqu'en fait le problème venait du secondaire. Hein. En réalité, non. Si on est d'accord pour dire que c'est lié aux dimensions épistémologiques et à l'arrivée de nouveaux types de discours, alors les difficultés des étudiants sont traitables dans l'institution d'enseignement qui provoque ces difficultés. Je pense que c'est important de le dire. Alors tout cela a donné un champ foisonnant en termes de recherche, par la diversité des approches, des analyses et des objets sur lesquels on travaille. Ça a donné des publications de diverses natures. Alors certains qui datent de bien avant le concept de littératie universitaire, les guides et les kits de survie, vous connaissez tous, hein, voilà, c'est une expression de Catherine Frière, hein, peut-être que voilà, c'est une expression qu'on peut tous utiliser, mais kit de survie, vous voyez aussi hein, tout ce qu'il y a derrière comme connotation. Il y a les ouvrages, donc on vient des choses un peu plus intéressantes, les ouvrages d'initiation au texte scientifique, par exemple, un qui date de pas mal d'années et qui est toujours très bien, l'ouvrage de Catherine Schnedeker, hein, qui propose aux étudiants un tas d'exercices qui les initiera au texte scientifique. Il y a aussi les guides et maintenant les logiciels, évidemment, dont certains sont très bien, pour initier les étudiants à l'écrit de recherche. Alors, logiciel, il y a un ouvrage qui se réédite assez souvent, assez fréquemment, qui s'appelle L'écrit universitaire en pratique, de Cislaru, Claudel et Vlad, et qui donne une série d'exercices, de conseils aux étudiants, et qui sont tout à fait adéquats, me semble-t-il. Ça, ce sont les publications qui sont destinées aux étudiants. Il y a aussi, et là c'est plutôt destiné aux enseignants ou aux chercheurs, en didactique du français dans l'enseignement supérieur, toutes les recherches dans le domaine des littératies universitaires, y compris des ouvrages didactiques, mais qui sont destinés aux enseignants. Et donc là, les enseignants doivent faire eux-mêmes le travail de transposition pour produire à ce moment-là, pour construire des formations qui pourraient être utiles à leurs étudiants. Là, il y a la dimension théorique et réflexive en plus. Alors, dans les recherches actuelles, ce que l'on constate, et vous allez me dire, c'est normal puisqu'on est en didactique, hein, c'est normal qu'il y ait une articulation entre la recherche et le terrain. Alors moi aussi, je trouve que c'est normal puisque c'est comme ça que je définis la didactique d'une discipline, mais je pense que ça n'a pas toujours été évident, hein, et je crois qu'on ne s'en sortira que si, en réalité, hein, on fait vraiment ce travail d'articulation entre ce que peut nous apporter la recherche en linguistique, hein, pure et dure, hein, en sciences du langage, en sciences de l'éducation, et ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain. Et justement, dans les recherches actuelles, je trouve que c'est vraiment ça qui prime, hein, et c'est ça que l'on voit en train de se construire. On constate aussi une diversité de plus en plus importante des genres sur lesquels on se penche, des objets étudiés ou exploités, qu'ils soient de nature discursive, linguistique ou textuelle, et les démarches et les approches. Alors, en ce qui concerne les genres, voilà, pour vous donner un exemple, hein, les écrits académiques constitutifs de la discipline,
En gros, là, de nouveau, Isabelle Delcambre et Dominique Lahanier-Reuter en ont cerné 3 types d'écrits académiques dans lesquels vous allez retrouver tous les genres de discours qu'on leur demande de lire ou de produire. Les écrits que les étudiants produisent tout au long de leur cursus, y compris leurs réponses à des questions d'examen ou leurs travaux divers. Les écrits qui les initient à la recherche, ce qu'on peut appeler aussi des écrits de recherche en formation, donc y compris le mémoire et, pourquoi pas, la thèse, et les écrits des chercheurs eux-mêmes. Ce qui me semble important aussi, c'est que dans les recherches actuelles, on consacre de plus en plus d'importance à la dimension réflexive, à la dimension méta dans ce qu'on peut proposer comme dispositif aux étudiants. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que, pour revenir à la question des réelles difficultés en langue, mauvais accord de mauvais accord du participe passé, des problèmes d'orthographe qui sont un réel problème. Sophie l'a dit tout à l'heure et il ne faut pas le mettre de côté. Mais je pense que c'est pas en attaquant ça frontalement qu'on arrivera, je crois qu'on en est tous convaincus, à changer les choses, ou alors on les changera à un moment donné. Il n'y aura pas d'effet après. Par contre, en développant toute la dimension réflexive et métalinguistique, métadisciplinaire, c'est peut-être je vais dire biais, mais c'est sans doute pas le bon mot, mais c'est peut-être le moyen justement d'attirer l'attention des étudiants sur l'importance de l'orthographe du français stricto sensu, pour se faire comprendre. Voilà, alors ce qu'on voit aussi d'important dans les recherches actuelles, c'est qu'on développe de plus en plus le travail en compréhension, mais aussi en production, et que ces formations sont enfin envisagées en continuum de la première année au doctorat, ou de la première année à la dernière année, voilà. Des discours universitaires, les cours, etc., aux discours de recherche, pour le dire autrement. Alors, un petit focus sur les écrits de recherche. Non seulement parce que c'est plutôt ma spécialité, mais c'est surtout parce que j'observe que l'apprentissage des écrits de recherche devient maintenant une évidence. J'entends partout autour de moi, il faut donner des cours de... Alors, quelles que soient les dénominations, il faut donner des cours d'écriture scientifique. Et oui, oui. On avait une réunion hier avec quelques-uns présents dans la salle, il en a été question, et bien sûr que oui. Alors, écriture scientifique, qu'est-ce qu'on met là derrière ? Francis Grossman a fait une belle synthèse justement à propos de cette variété de dénominations pour désigner l'écrit de recherche. Vous voyez, je mets des guillemets. Mais il montre aussi que ces différentes dénominations ne sont pas du tout anodines. Donc là, je peux vous renvoyer à son article qui est vraiment très très intéressant. Alors oui, l'apprentissage de l'écriture scientifique en compréhension, parce que là, il faut vraiment commencer par là, mais aussi en production, devient une évidence et correspond à une demande des institutions. Moi, ça me fait plutôt plaisir, non seulement parce que c'est un peu mon cheval et notre cheval de bataille à l'université, mais c'est surtout que c'est une illustration parfaite des principes des littératies universitaires. Une formation en continuum, de la compréhension à la production, la contextualisation, on tient compte de la dimension épistémologique de l'écrit ou de l'écriture, puisque là, on est dans l'écrit de recherche. Et en plus, là, personne ne se pose trop la question. Il est évident que la prise en charge de cette formation... Alors, je suis désolée, j'écris l'université, mais ça peut être toute institution de l'enseignement supérieur. On ne se pose pas la question, puisque là, c'est l'écrit de recherche. Donc, on est bien d'accord pour dire que les difficultés ne viennent pas du secondaire. Mais, voilà. Donc, c'est plutôt bien. Alors, quelques questions à ce sujet. Et je ne sais pas, Caroline, combien de temps il me reste ? 5 minutes ? 2-3 minutes, je vais aller vite. Voilà, mais je peux passer sur toutes ces questions parce que c'est rigolo. Est-ce que l'écriture scientifique existe ? C'était une provocation.
Qu'est-ce qu'on entend exactement par écriture scientifique? Quelles sont les caractéristiques? Quels mots peut-on utiliser pour la désigner? Donc là, l'article de Grossman dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis la question essentielle, c'est peut-on former à l'écriture scientifique? Si oui, comment? Qu'est-ce qu'on fait habituellement? Habituellement, on insiste sur les aspects normatifs. Comment rédiger une bibliographie? Comment référencer? On donne des conseils rédactionnels, une introduction, un corps, etc. Puis on dit toujours, il faut problématiser, mais ça, on n'explique jamais comment il faut faire. Hein, parenthèse. Et puis, il y a cette idée du style scientifique universel. Ça s'est développé chez Schwartz. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un style scientifique universel? Oui, je pense qu'il y a en effet des éléments stylistiques, voire phraséologiques, qui peuvent convenir. Il y a des principes, genre prise de distance, etc. Mais la première chose, c'est est-ce que c'est vrai? L'effacement énonciatif, qui fait partie du style scientifique universel. Est-ce qu'il faut vraiment s'effacer énonciativement quand on produit un écrit de recherche? Peut-être, peut-être pas. Peut-être à certains endroits, peut-être pas à d'autres. Enfin voilà, donc je ne vais pas vous donner un cours. Et pour résumer, finalement, je ne peux que citer Grossman, qui dit qu'il faut tenir compte des multiples facettes de la littératie scientifique, cette fois-ci. Alors, dans les recherches actuelles, voilà, je pourrais dire la même chose que tout à l'heure pour l'évolution dans les recherches qui concernent l'écrit dans l'enseignement supérieur. Le développement s'est fait en parallèle, si ce n'est qu'ici, je n'ai pas reproduit exactement la même dia, parce qu'ici, dans les approches, j'ai quand même voulu insister sur le fait que, en ce qui concerne l'écriture de recherche, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait. Et dont on tient compte dans les formations doctorales, par exemple, mais qui sont plutôt focalisées sur des approches sociologiques, la recherche, le chercheur, le laboratoire de recherche, etc. C'est passionnant, philosophique, et de plus en plus maintenant des approches linguistiques. Alors il y a des approches comparatives aussi, un écrit de recherche aux États-Unis, en France, et même en France et en Belgique, parce que c'est la même chose. Alors, c'est ma dernière... non, c'est pas ma dernière dia, c'est mon avant-dernière dia. Il y a des propositions pour la construction de formation, donc on peut en reparler. Mais pour le dire vite, j'ai pris 2 exemples. Grossman, 2017, qui propose une formation en 3 volets. Le premier volet étant justement ce volet historique, sociologique, épistémologique. Et je crois qu'il a raison, il faut partir de là. Le volet linguistique, on formera plutôt les étudiants à la phraséologie scientifique. En gros, ça tourne toujours autour des questions du positionnement et de l'énonciation du scripteur, et la question de l'auteur scientifique, comment il se marque linguistiquement, discursivement. Et puis, voilà, dans mes derniers travaux, je propose des chemins, des chemins de formation à l'écriture scientifique ou l'écriture de recherche, toujours en insistant sur la contextualisation, la progressivité et l'apprentissage précoce, donc dès la première année. Et dans mon dernier livre, donc, qui vient de sortir, là aussi je fais des propositions très concrètes et qui vont de la compréhension à la production. Alors, vraiment pour terminer, par quelques idées qui concernent les perspectives et les enjeux. Et là, je vais faire allusion à des travaux qui sont en train de se réaliser maintenant et à des gens qui sont là. Travailler sur l'articulation écrit-orale, parce qu'on parle de l'écrit, mais quand il est question du discours de recherche, l'articulation écrit-orale, rien que là maintenant, comment j'articule mon texte que je n'ai pas écrit, mais mon PowerPoint que j'ai fait et que j'ai agrémenté dans la version papier de quelques notes. Voilà, et Carole Glorieux qui est là, travaille là-dessus actuellement. Je pense qu'on doit aussi
tenir compte maintenant du développement des nouvelles technologies. Et en ce qui concerne l'écriture, l'exploitation des ressources numériques. Je ne sais pas si vous allez encore beaucoup en bibliothèque. Moi, plus tellement, puisque j'ai tout sur Internet. Quasiment tout. De plus en plus de revues, de toute façon, qui sont des revues électroniques. Comment on fait, bêtement, pour citer le discours d'autrui à partir d'une ressource électronique? Je crois qu'il faut aussi articuler tout ce qu'on peut faire en français, langue maternelle, on va dire, avec ce qui se fait en français, langue étrangère ou seconde. Déborah fera un exposé tout à l'heure, Déborah Meunier. Il faut articuler avec les recherches en FOU, français sur objectif universitaire. Et c'est une belle dénomination aussi pour le français langue maternelle. On va dire que c'est le français langue d'enseignement. Je suppose que Déborah vous en parlera. Il y a eu déjà des prémices dans cette collaboration, et notamment en ce qui me concerne, et Chantal Parpette et Jean-Marc Mangiante. Voilà, on avait commencé à voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Développer les collaborations internationales, alors évidemment renforcer. Pourquoi je dis international? National aussi, bien sûr, en interne. International, développer celles qui existent déjà, mais en développer de nouvelles. Et Fabiana Comessou, qui est là dans la salle, est justement là pour le moment en Belgique. Elle était la semaine dernière à Lille pour essayer de développer un projet commun. Et alors là, l'avantage, c'est que ça nous apporte tout ce que vous avez pu faire en Amérique du Sud, et qui est immense, dont je n'avais pas vraiment conscience avant de te connaître. Je crois vraiment qu'il faut s'attacher, en plus de toutes les recherches qui nous donnent des idées, à construire très 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 concrètement des formations. D'ailleurs, Catherine Frière, dans une de ses synthèses, disait qu'il s'agissait là d'un angle mort à éclairer, la construction de formations. Et alors, la dernière chose, et ce sera mon dernier mot, c'est en écoutant Anne-Sophie que j'y ai pensé, pourtant ça me paraît évident, c'est qu'il faut articuler tout ce que nous pouvons faire dans l'enseignement supérieur avec ce qui se fait et qui se développe par rapport à l'écrit, même si les problématiques ne sont pas les mêmes, évidemment, avec toutes les réflexions que vous menez, les professeurs et les didacticiens du français dans l'enseignement secondaire. Et je crois que là, il y a un terrain. Et justement, du coup, j'ai pensé à une des thématiques d'un atelier de cet après-midi, l'atelier de Gersande, qui est consacré au TFE comme propédeutique, donc TFE dans l'enseignement secondaire comme propédeutique à l'écrit de recherche dans l'enseignement supérieur, et aussi, puisqu'elle est aussi dans la salle, Morgane Presti, qui vient de s'inscrire en doctorat, et qui va travailler, elle, sur l'essai. L'essai qui est un genre d'écrit, un genre d'écrit littéraire, on va dire, ou philosophique, on ne sait pas trop, ou de recherche, mais qui est au programme dans l'enseignement secondaire. Et elle verra justement en quoi travailler l'essai dans l'enseignement secondaire, autrement que comme on le fait souvent, peut aussi constituer une propédeutique à l'apprentissage de l'écrit de recherche pour l'enseignement supérieur. Ouais, merci beaucoup. D'éléments qui démarquent pour la question de la souffrance sur l'écrit. Tu peux dire un peu plus? J'ai juste expliqué pourquoi ça m'a frappé. Voilà. Ça tombait bien puisque c'est un article du 21 novembre et que j'étais en train de chercher comment j'allais introduire l'exposé d'aujourd'hui. Je me dis là, mais il n'y a pas que ça. Je ne me suis pas dit tiens, j'ai trouvé une chouette introduction. C'est pas du tout. Oui, en fait, oui. Mais en réalité, ce qui m'a frappé, c'est ce qui est écrit entre guillemets, la souffrance face à l'écrit. Parce que, en fait, c'est ça le problème.
Et c'est peut-être ça le problème en secondaire aussi, hein, cette notion de souffrance. Et du coup, ça m'a fait penser à tout ce que j'avais pu lire sur tout ce qui concerne le rapport A, hein, et notamment le rapport à l'écrit, où on se rend compte que, écrit, ça ne va pas de soi, on pense que oui, on pense que c'est facile, et de nouveau, tout dépend dans quel milieu socioculturel d'origine on se trouve. Et là, je me dis, pour une fois, je ne vois pas un titre qui est focalisé sur la remédiation, qui est focalisé sur les lacunes. On va combler les lacunes. Hein. Les étudiants ne savent pas écrire, ils ne connaissent pas l'orthographe, ils ne savent pas accorder, etc. Ou même, pour le dire moins caricaturalement, ils ne comprennent pas les discours qu'on leur propose dans l'enseignement supérieur. Ils ne comprennent pas, mais c'est toujours en termes de reproches, de choses qu'ils ne savent pas faire et qu'ils devraient savoir faire. Ici, je me dis, focaliser sur la souffrance, on en revient à cette idée de rupture discursive et de violence, comme le disait Elisabeth Bautier. C'est vrai que c'est violent. Alors pour certains, c'est moins violent que d'autres. J'imagine que pour nous tous présents ici dans la salle, ça n'a pas dû être très difficile, puisqu'on est là. Quoique, hein. Mais quand on voit nos étudiants, voilà, c'est pas de la mauvaise volonté. Tout à l'heure, Anne-Sophie, je pense, si j'ai bien compris, tu parlais d'un étudiant, d'un élève qui avait du mal à l'écrit, et pourtant tu disais oralement, ça va. Ben, ça aussi, combien de fois on le voit. Donc il y a quelque chose là, par rapport à l'écrit, et par rapport à l'écrit universitaire en particulier, qui provoque de la souffrance, qui provoque des difficultés, et qui engendre peut-être des fautes de français que dans un autre contexte, il ne ferait pas. Moi, j'en suis persuadée en plus. Hein. J'en suis persuadée. Voilà. Puis, il n'y a pas que le fait que j'en suis persuadée. Là aussi, des gens l'ont montré. Et donc, voilà. Et après, et c'est aussi la raison pour laquelle j'aimais bien cet article, c'est que je me dis, c'est tellement bien de réfléchir en termes de souffrance et de se dire, on va faire quelque chose. Et puis après, on propose des cours d'orthographe. D'accord ? Voilà. Merci Marie-Christine. La question que je vais poser demande sans doute une réponse assez longue, donc je ne t'en veux pas si tu me renvoies à une discussion post-pause. Mais en haute école, donc là tu as parlé beaucoup de littératie universitaire, tu as bien rappelé qu'il y avait aussi de la littératie dans les hautes écoles. Quand je résume un peu le type d'écrit qu'on demande de produire, je dirais qu'on a d'une part des écrits d'étudiants, c'est-à-dire qu'on leur demande on leur apprend dans leur formation à faire des comptes rendus ou des analyses réflexives. J'allais dire, c'est le premier type d'écrit. Il y a un écrit par rapport aux supports qu'ils fréquenteront souvent dans leur vie professionnelle, puisqu'on fait des bacs professionnalisants. J'allais dire, on travaille beaucoup le récit, par exemple, notamment en section normale primaire. Et puis, il y a ce que j'appellerais un petit peu les écrits professionnels, c'est-à-dire les écrits qu'en tant qu'enseignants, ils auront à produire. Des écrits qu'ils devront produire, mais là en tant que professionnels. Quelle est un peu ta position par rapport à ces trois types d'écrits? Donc je les résume, l'écrit d'étudiants, l'écrit professionnel par rapport à leur profession, et l'écrit par rapport au type de support qu'ils auront l'habitude de faire lire en classe, mais pour lesquels on leur demande cette fois du côté de la production et de la réception. Ma réponse est très simple. Alors elle pourrait être développée, évidemment, mais a priori, je vais te la dire de manière très simple. On est justement dans la contextualisation. Donc dans la contextualisation disciplinaire institutionnelle d'une part, la contextualisation professionnelle, puisque là, vous formez, voilà, ce sont des études professionnalisantes. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors là-dessus qu'il faut travailler, si je pense aux écrits professionnels, il faut travailler sur ce qu'on appelle les supports authentiques. Et qu'il ne faut pas... Je dis ça parce que j'ai parfois été étonnée d'entendre que dans certaines formations, on demande aux étudiants de produire, je ne vais pas citer le nom, mais un genre de discours qui m'a beaucoup étonnée parce que je connais la profession dont il est question. Je me dis, tiens, dans cette profession, ils doivent écrire ça. Et on me répond, non, ils ne doivent pas écrire ça. Mais on a décidé, donc en fait là,
on a inventé un genre qui existe peut-être, mais que les étudiants, quand ils exerceront cette profession, n'auront pas, eux, à produire. On s'est dit que c'était bien de travailler là-dessus, parce qu'on peut donner plein de caractéristiques discursives, linguistiques, textuelles, que nous jugeons importantes. Pourquoi pas? Mais là, il y a quand même quelque chose qui me chipote. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Voilà, il faut partir. D'abord, si les enseignants trouvent que les étudiants doivent maîtriser un tas de caractéristiques linguistiques, textuelles, discursives, etc., il y a plein de supports authentiques, notamment dans le cadre des études, qui les regroupent toutes, qui en exploitent chacune. Et puis après, si c'est développer la littératie de la profession, ce qui est évidemment important, il faut partir de vrais genres de discours utilisés dans la profession. Par exemple, il est là aussi Youssef, Youssef, qui a travaillé sur les discours du monde médical, et ce que l'université au Maroc pouvait faire pour y préparer les étudiants. Et le pauvre, il a dû inventer un genre de discours, je ne me trompe pas, qui n'existe pas en réalité, mais parce que c'était le seul moyen pour lui de faire passer l'idée dans son université de former les étudiants en français, et qui regroupait toutes les difficultés qu'il essaye de pallier. C'est ça, voilà. Là, voilà, il doit bricoler. Et mais on sait pourquoi. Une dernière question. Marie-Christine, tu as évoqué dans la fin de ton exposé un travail d'articulation entre l'écrit, le travail sur l'écrit et le travail sur l'oral. Ça m'intéresse parce qu'on est en train de réfléchir à ce genre de choses, notamment, mais pas uniquement, dans une perspective de confrontation au destinataire, de création, de représentation du destinataire. Je voulais savoir si tu pouvais en dire un peu plus, ou comment vous voyez, ou ce que vous faites, ou ce qui se fait dans ce domaine. Oui, alors, ce sur quoi on commence à travailler et à développer concerne surtout les discours de recherche. Voilà, donc je ne crois pas que ce soit dans ce cadre-là. C'est pas de ce cadre-là. C'est ce cadre-là? Non, dans ce cadre-là, voilà. Alors voilà, ça émerge, et tu pourras en parler à Carole, puisqu'elle a travaillé là-dessus, sur le rapport entre un texte écrit, par exemple, dans le cas de la communication orale, voilà, le rapport entre un texte écrit, et la première question c'est est-ce qu'il existe encore ou pas, ce texte écrit, et puis ce qu'on montre. Et elle a montré notamment, là aussi tu dis si je me trompe, elle a montré que ces discours oraux, notamment les PowerPoint, sont en fait saturés d'écrit. Et c'est vrai. Alors quand on dit saturé, c'est peut-être aussi parce que les PowerPoint ne sont pas très bien faits. Enfin, voilà, je vais vous donner un exemple. J'ai un PowerPoint. Vous avez quand même vu qu'il y avait beaucoup d'écrits et qui se différenciait pas mal du PowerPoint d'Anne-Sophie, où elle avait plus de schémas, etc. Alors moi, tout simplement, c'est parce que je ne sais pas faire. Et que deuxièmement, j'ai encore besoin, moi, de saturer mes images, support à un discours oral, d'écrit. Parce que du coup, ça me permet de me passer, j'ai pas de texte. Je ne sais pas si vous avez vu que je n'avais pas de texte. Voilà. Donc j'ai oralisé quelque chose, mais qui était écrit. Parce que je vais vous dire que pour faire mon PowerPoint, j'ai d'abord écrit. Voilà, mais donc on peut en discuter, ça peut être une chouette... J'ai dit qu'on devait développer des collaborations, mais là ce sera facile entre nous. Quand tu veux. Voilà, donc un tout grand merci à Marie-Christine, et je vous propose maintenant de nous retrouver devant l'amphithéâtre pour un moment